Là-haut, là-haut, très loin dans les étoiles, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Oh, la lune est rose ce soir! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un Culture Z spécial Goldorak, vous l'aurez compris, avec le sketch de début que je n'assume plus. C'était tourné cet été, des costumes faits par ma mère et un arbre, que je trouvais que cet arbre ressemblait à l'arbre qu'il y avait dans Goldorak. Alors voilà, on a fait ce sketch. Pardon la France, pardon le Japon. Je suis avec Matt, salut. Salut. Tu travailles chez Abystyle. Tout à fait. Alors, c'est quoi ton titre ? Alors, mon titre, c'est General Manager Asie. Alors, en gros, tu peux traduire ? Alors, en gros, à l'origine, je suis designer. D'accord, t'es designer de jouets. De jouets. Jouets, figurines et produits dérivés. Produits dérivés. On va parler de ce buste de Goldorak qui est magnifique et qui est ouf. Mais avant, quand on reçoit les photos de ce Goldorak et qu'on nous dit voilà, ce buste va sortir en novembre et tout ça, machin, est-ce que vous avez envie d'en parler ? Tu fais oh, ouais, il est chouette, mais tu vois pas la taille dans ton mail. Et quand le postier te dépose un carton géant chez toi, tu te dis mais qu'est-ce que c'est ? On est samedi matin, la poste sonne. C'est bizarre, pourquoi il sonne, pourquoi il met pas le courrier dans ma boîte aux lettres. Et puis tout à coup, je me rends compte que je reçois un carton comme ça. Alors je me dis effectivement, ça rentrait pas dans la boîte aux lettres. Et je me dis mais qu'est-ce que c'est ? J'ai rien commandé. Et là j'ouvre, et là, il y a écrit UFO Robot Grandizer. Et je me dis oui, c'est le buste de Goldorak d'Abystyle. Oh là 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 là, même le carton il est beau. En fait, t'as envie de garder le carton. Oh, il y a une boîte dans une boîte. Il y a une boîte dans une boîte. C'est Noël. C'est un peu Noël. C'est un peu Noël. Buste collector Abystyle Grandizer. On n'est pas sur de la petite statuette. Oh! Il est de ma taille. Sans déconner. J'avais prévu de le mettre sur cette table, il rentre presque pas. Aïe 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 aïe. Bah Goldorak et moi, on remercie Abystyle. Continuons l'émission. Bon alors, ça fait quoi ? T'avais déjà vu quelqu'un en train de découvrir ton buste ? Bah non, c'est la première fois parce que c'est les premières pièces sorties de l'usine. Ouais. Et il y a que 10 pièces pour le moment qui sont sorties de l'usine. Donc t'es le 7ème en fait à l'avoir. Ah ouais ! Et les autres sont encore au bureau. Alors si je te demande ça, c'est vrai, je l'ai même pas dit, mais c'est toi qui l'as designé, ce buste. Oui, alors avec mon équipe en Asie, on a été 3 à travailler dessus. D'accord. Et alors pourquoi Goldorak ? Là récemment, à Biscorp, donc à la marque Abystyle, on a ouvert notre filiale à Hong Kong et on voulait faire un projet un peu différent de ce qu'on fait d'habitude et on avait quand même des bonnes relations avec l'ayant droit. Du coup, on s'est dit pourquoi pas faire Goldorak, pourquoi pas faire un buste. En fait, vous avez bossé sur plein de petits toys, sur des verres, et vous êtes passé du produit dérivé à l'objet de collection. Ouais, un petit objet de collection. Petit par... Mais pas petit objet de collection. On va reparler de tout ça, on va reparler de la fabrication de Goldorak, mais avant de parler de ce superbe buste, on va revenir sur l'histoire de Goldorak avec Grégoire Hello qui nous a raconté l'histoire de Gonagai et un peu l'histoire de Goldorak. On regarde. Pour parler de Goldorak et de l'univers de Goldorak et de des auteurs de Goldorak, j'ai avec moi Grégoire Hello. Grégoire, salut. Bonjour. Alors toi, tu travailles dans le manga, puisque tu es éditeur. Tu as créé Kurokawa. Je suis directeur de collection des éditions Kurokawa. Donc en gros, je lis tous les mangas qui sortent au Japon et je décide, voilà, on va sortir ça, on va sortir ci, on va essayer d'acheter les droits. Et dans le lot,
t'as quand même signé One Punch Man. Exactement. Ce qui est pas mal. Ouais. Ah bah écoute, on est très contents. Voilà. On a aussi les droits de Pokémon. Tu connais FMA forcément. Ouais. Tu connais Hippo, Moi, la j'adore boxe. Hippo. Voilà. Moi, j'adore Hippo. Sinon, en ce moment, j'ai sorti un nouveau manga qui s'appelle Spy Family. C'est l'histoire d'un espion qui doit monter une famille en moins d'une semaine. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a beaucoup de quiproquos et c'est vraiment super drôle et c'est très très bien dessiné. Donc ouais, on a un catalogue qui est assez riche, mais c'est vrai que même si je n'ai pas l'honneur de publier Goldorak, je suis un grand fan de ce robot. Bah, je vais te lancer. Pourquoi Gonagai c'est le papa des robots, etc., 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 etc. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle un robot. Il y a le côté, est-ce que c'est un robot, un androïde, un cyborg? Enfin, tu sais, nous on aime bien séparer un peu tout ça. C'est vrai que Astro, le petit robot, même s'il s'appelle Astro, le petit robot, on le voit plus comme un androïde que comme un robot. Après, les robots qui ont été vraiment importants au Japon dans les années 60, ça va être notamment Tetsujin 28 ou Giant Robot, qui sont deux robots créés par Mitsuteru Yokoyama, mais qui ont la particularité de ne pas être pilotés de l'intérieur. C'est-à-dire ils sont à chaque fois pilotés par un gamin qui a une espèce de joystick ou de télécommande. Et en fait, Gonagai, avec Mazinger, va inventer le premier robot piloté. C'est la première fois que le pilote est dedans, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le père du robot, c'est parce que c'est vraiment lui qui va mettre au point le concept d'un robot qui est piloté à l'intérieur et où l'humain et la machine font corps en fait. C'est un mecha, on peut dire, c'est ça? C'est les prémices du mecha, un petit peu, du mecha piloté en tout cas. Ouais. Ok, d'accord. Mazinger, il a l'idée un jour où il est dans les embouteillages, il dit j'aimerais bien que ma voiture rentre dans un robot et que le robot écrase les autres bagnoles. Et il rentre chez lui, il dessine un voyou à moto et la moto rentre dans la tête du robot et machin, ça devient Transer Z qui sera modifié pour devenir Mazinger. Tu remplaces la moto par l'espèce de petit overpilder là qui se met dans la tête. De énorme succès, carton total en manga, carton total en dessin animé, mais surtout carton total en jouets. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque, énormément de jouets. On est à quelle époque là, les années 60? On est en 72. Ah 72. 72. Et en fait, Mazinger va être un vrai choc culturel en deux étapes. La première étape, c'est que comme c'est un robot géant, c'est parce que tu le vois, il est montré, il est lourd, il est imposant, comme ça. Mais on va faire des robots géants. Et je sais pas si tu te souviens, les Jumbo Machine. Bien sûr. Moi j'ai eu le Goldorak, je l'ai. Voilà. Mon Goldorak. Ils font des robots en plastique grands comme ça. Donc les gamins qui sont à peine aussi grands que ça, ils sont fous de ce truc. Et en 73, choc du pétrole. Le plastique coûte très cher. Donc ils ont une deuxième idée qui cartonne aussi. Ils se disent, mais attends, dans les paroles de la chanson, on dit Mazinger, la forteresse d'acier et tout machin. Ben, on va faire des jouets en métal. Et c'est là qu'ils font les petits robots en métal. Poppy Nika. Ouais. Ce qu'ils appellent les Chogokin, ce qui signifie super alliage métallique en japonais. Alors ça veut rien dire, hein, mais c'est un nom qui faisait classe. Et ces petits robots en métal, ils vont en faire avec tout le monde, hein, Mazinger, Geta Robo, Goldorak, etc., etc. Et la valeur ajoutée, c'est que quand t'es un enfant et que t'as cet objet en métal dans la main, il est lourd, il est costaud, il est imposant, et tu sens la puissance du truc. Et là encore, double carton. Donc voilà, Gonagai devient richissime, devient une figure incontournable de la pop culture. Au Japon, en général, on part d'un manga et le manga est adapté en animé. Mais Goldorak, ça s'est pas passé dans ce sens-là. C'est d'abord l'animé et après il a dessiné. Ça arrivait souvent à l'époque déjà avec Ishinomori et les Kamen Rider, etc. C'est que tu lançais tout en même temps. C'est pas comme aujourd'hui où t'attends qu'un manga cartonne dans le Jump pour en faire un animé. C'est-à-dire que le jour où le premier épisode de Goldorak est diffusé, dans le magazine, la même semaine, t'as le chapitre du manga, les jouets sont dans le magasin à ce moment-là, t'as les posters, les trucs, enfin tout arrive en même temps en fait. D'accord, ok. Parce que ce qu'on sait pas trop en France, mais au Japon, et c'est encore le cas aujourd'hui, les sponsors achètent un slot. Par exemple, t'as Bandai qui va avoir un fabricant de cartes, qui va avoir un fabricant de baskets. On dit bon les gars, ça vous dit, on se met tous ensemble et on achète le slot de 15h30 à 16h sur telle chaîne. Et on met ce qu'on veut dedans. Après, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fout dedans? Bon, faut faire un animé de robot, ok, bon, alors, moi je fais les jouets, ok, moi je fais les baskets, moi je fais les posters, etc., etc. Ils produisent l'animé, toutes les semaines, donc ils envoient l'épisode à la chaîne. Alors, la chaîne le regarde, hein, tu vois, ils vont vérifier quand même ce qui se passe chez eux. Et du coup, les royalties sont ensuite réparties. Ouais. Donc c'est pour ça que quand le dessin animé arrive, il vaut mieux que tu aies énormément de merchandising pour pouvoir rentabiliser en fait l'espace de télé que tu loues à la chaîne. Donc il fait Mazinger, Great Mazinger. Tout à fait. Et là, comment naît alors Grandizer au Japon et Goldorak chez nous. Après Mazinger et Great Mazinger, Toei, qui est donc le studio qui produit le dessin animé, et Bandai, qui fait les jouets, se disent on peut pas s'arrêter là. Et donc ils discutent et ils disent à Gonagai, bon, Sensei, est-ce qu'on peut discuter, on se met tous autour d'une table et on invente une suite, voilà. Et donc Gonagai, il se dit moi ce que j'aimerais bien c'est
changer un peu toute cette technologie. Moi, j'aimerais bien un retour aux sources, faire un espèce de robot fermier qui est piloté par un fermier. Ça se passerait dans le Far West et tout. Donc, c'est pas très vendeur, dit comme ça. Au Japon, non. Mais donc, il commence à discuter avec Toei. Il dit, ouais, pourquoi pas, c'est pas mal. Il y a un seul point dans Goldorak qui est pas forcément à l'initiative de Go Nagai, c'est les pieds de Goldorak qui sont ronds. Ouais. Alors que les autres, c'était des vrais espèces de chaussons de chevalier, tu sais, où tu avais le tibia comme ça, et après tu avais le pied qui partait en pointe, ça c'était vraiment inspiré des chevaliers. En fait, ça c'était à la demande de Bandai, qui disait en fait les robots se cassent tout le temps la gueule avec leurs pieds pointus, donc est-ce que c'est... Et Go Nagai fait bon, hop voilà, un poum, deux ronds, c'est pas... Bah ça, il tient debout, Oui, bien sûr. il tient debout. Et finalement, ils vont garder le côté cheval, western, etc. Le ranch. Avec le ranch du Boulot Blanc. Mais derrière, entre 73 et 75, t'avais beaucoup le paranormal et t'avais aussi les ovnis. Des ovnis partout. Ils voyaient, c'était la mode de voir des ovnis. Et au Japon, c'était le boom des ovnis. Donc ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un robot extraterrestre avec des ovnis, machin? Ils disent, pourquoi pas? Toei fait un pilote qui s'appelle Gat Tiger, qui sera un court-métrage diffusé au cinéma de 25 minutes, qui en fait va poser les bases de Goldorak. Donc c'est l'histoire d'un extraterrestre qui s'est enfui, qui s'est réfugié sur Terre dans une ferme, et les extraterrestres arrivent et ils cassent tout sur Terre, et donc le fermier dit merde, bon, faut que j'y retourne, et en fait c'est la princesse des extraterrestres qui vient chercher son mec, quoi, parce que le mec s'était barré avant le mariage. Elle dit, si tu reviens, comme Carla et Sarkozy, tu vois, si tu reviens, j'annule tout. Et donc le mec dit, bah non, là, tu me fais chier, je suis sur Terre, je suis bien et tout, puis en plus, vous cassez tout. Donc au final, ça se passe mal, donc il termine, il appelle sa soucoupe, qui s'appelle Gat Tiger, qui se transforme qui éjecte un robot, le robot nique tout le monde, et puis ça se finit dans un bain de sang, et il repart, il est malheureux. Nous, ce qu'on ne pouvait pas comprendre à l'époque, c'est que c'était la suite d'une série. Et Alcor, qui conduit l'Oveter, est le pilote de Mazinger. Et c'est très bizarre, je n'avais jamais vu ça, je crois que j'ai jamais revu ça dans une série, de prendre le héros d'une série et en faire le personnage rigolo sous-fifre d'une autre série. C'est très étrange. Non, Alcor, c'était vraiment important de l'avoir pour faire le lien. À la fin d'une série, t'avais souvent le héros qui disait « n'oubliez pas les amis, la semaine prochaine, il y a mon pote machin qui... » Ah ouais, voilà. D'accord, ok. Par exemple, tu as Kamen Rider. C'est un héros qui est super connu au Japon. Bon, à la fin de la série Kamen Rider, t'as Kamen Rider V3. En fait, Kamen Rider V3, c'est un autre mec, pareil, qui est victime des méchants. Et très vite, le premier Kamen Rider va mourir. Okay. Donc du coup, t'es fan de Kamen Rider, tu regardes, et puis d'un coup, il meurt, mais hop, c'est pas grave, il avait un copain. Et tu regardes la suite, et voilà. Okay. Ce qu'il faut savoir, là je pars sur un peu autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est que Goldorak est une espèce de pierre angulaire de l'animation japonaise. Il y a une légende urbaine qui veut que, en fait, Goldorak, ça a cartonné en France, mais c'était pas connu au Japon. En fait, c'est faux. Ça a laissé une moindre empreinte que Mazinger, parce que Mazinger était révolutionnaire, mais Goldorak, ça a quand même fait 74 épisodes. Tu fais pas 74 épisodes, tu fais pas 1 an et demi sur un dessin animé moyen. Donc non, Goldorak, ça a vraiment bien marché au Japon. Il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent, qui en ont un souvenir ému. C'est moins puissant que d'autres, mais c'est pas un flop. Bien sûr. Les gens connaissent Goldorak. Goldorak, à l'époque où il sort, il est à la fois tenu par donc Kazuo Komatsubara, qui est un très très grand character designer, et par la suite, la deuxième partie de la série va voir l'émergence d'un duo qu'on connaît très bien, c'est Shingo Araki et Michi Himeno, qui vont ensuite faire Lady Oscar, les Chevaliers du Zodiaque, etc. Autant les épisodes de Kazuo Komatsubara sont très virils, ces mecs tu vois, avec des gros sourcils, musclés et tout. Et quand tu arrives dans la deuxième partie de la série, où c'est Michi Himeno et Shingo Araki qui sont des gens qui privilégient plus le mouvement au dessin presque, même s'ils font des personnages très élégants, les personnages vont être très très fins, ils vont se mettre à courir comme ça. Enfin, t'as des proto-épisodes de Chevalier du Zodiaque où tu vois Actarus et Alcor qui courent comme ça, tchac, tu sais, vachement effilés comme ça. Je vois avec ces déformations très Chevalier du Zodiaque. Très Chevalier du Zodiaque, voilà. Enfin, c'est la deuxième partie de Goldorak devient un terrain de jeu pour Michi Himeno et Shingo Araki qui vont jouer là-dessus et qui vont transformer un peu visuellement Goldorak, qui était assez bourru au début et qui par la suite va être vachement plus agile. Enfin, Goldorak, c'est un robot de 30 mètres. Et vers la fin, tu le vois courir, faire des trucs chat comme ça avec ses astérohaches, enfin des trucs. Et pareil, les Golgoth qui deviennent des Antéracs vont s'affiner, ils vont être beaucoup plus humanoïdes. Quasiment chaque Golgoth a été pensé par Go Nagai.
C'est-à-dire qu'on a tendance à dire Gonagai il touche le chèque et c'est fini. Non, pas du tout. Il a créé énormément de Golgoth. Les monstres, c'est sa passion parce que on parle de Mazinger et de Goldorak, mais c'est aussi l'homme de Dante, c'est aussi l'homme de Devilman. Et il aime beaucoup tout ce qui est démoniaque, l'essence du mal. Et donc c'est lui aussi qui va créer donc toute la mythologie autour des méchants, les habitants de Vega, le grand stratégère. Les méchants etc. sont ouf. Chaque design de méchant, chaque sous-commandant de Vega a son histoire. Rien que dans son look, tu sens un truc. Minos et Minas. Mais quelle idée de mettre une femme dans la tête de quelqu'un, que le visage du gars devienne à moitié femme, moitié homme. Enfin, ça lui vient d'où des trucs pareils? Gonagai, c'est quelqu'un qui va vraiment lire les écrits anciens, tu vois, genre les légendes babyloniennes, même la Bible. Il va lire tout ça très très sérieusement et il va l'adapter au monde d'aujourd'hui. Donc en fait, Minos et Minas, ce n'est que l'héritier d'un personnage qui s'appelait le comte Ashura dans Mazinger. C'était un personnage qui était moitié homme, moitié femme, mais de manière permanente. D'ailleurs, c'était insupportable parce que il y avait un visage homme, un visage femme, et du coup, il a 2 doubleurs, ce personnage, et les doubleurs sont toujours obligés de parler en synchrone. Voilà, donc c'était hallucinant pour l'époque. Et donc l'héritier de ça, ça devient Minos qui s'ouvre avec une bonne femme à l'intérieur. Ouais, justement, moi, quand j'ai revu des épisodes, là, je me suis dit, mais merde, ok, c'est pas trop violent, c'est fait un peu pour les gosses, mais il y a des choses quand même psychologiquement violentes. Donc toi, tu penses que ça s'adressait un peu pour les adultes? C'est pas ça, c'est que on retrouve dans le staff de Goldorak des gens qui ont bossé sur des dessins animés où il y avait des questions sociales qui étaient abordées, tu vois, des choses comme Tiger Mask par exemple, où ça parlait d'orphelins, ça parlait de salauds de Yakuza qui essayent d'évincer les gens qui peuvent pas payer leur loyer, des trucs comme ça. Et Tiger Mask était donc le premier dessin animé sérieux de la Toei. Bon, ça reste des mecs qui font du catch, mais c'est une série noire. Là où jusqu'à présent, Toei faisait des dessins animés avec des petits personnages rondouillards, enfin même leur Cyborg 009 qui sort dans les années 60, les personnages sont très ronds, ils ont encore ce design très Ishinomori, très Tezuka, un peu rondouillard. Mais par contre, non, le choc que représente Goldorak, c'est que vraiment, quand t'es un enfant et que tu vois Goldorak à l'époque, moi ça m'a fait ça, c'est tu dis merde, jusqu'à présent on m'a montré des chats qui courent après des souris, alors qu'en fait on peut avoir ça. Je l'ai pas ressenti comme ça à l'époque, mais c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui. C'est le premier dessin animé où on se foutait pas de ta gueule. C'est un dessin animé qui te prenait au sérieux. Où il y avait la menace était vraie, tu vois, parce que tu regardes Tom et Jerry, enfin tu sais bien que la souris elle va s'en sortir, enfin tu t'en fous quoi. Mais les gens ne meurent pas. Voilà. Enfin il peut exploser le chat, mais il est toujours vivant. Oui. Tandis que dans Goldorak, t'exploses, il y a un enjeu. T'as un vrai investissement émotionnel dans Goldorak que tu n'avais pas dans les autres séries de l'époque. Et ce qui fait que les animés de robots comme Mazinger, qui étaient plutôt pour les primaires, Goldorak va plaire à un nouveau public, c'est les collégiens, les lycéens et les filles surtout. Ah ouais. Pourquoi les filles? Actarus il est beau, excuse-moi, déjà il est viril, il parle aux chevaux, il est tout le temps... Dès que tu parles aux chevaux, les meufs ont envie d'être avec toi. il prend sa douche dehors, torse nu, enfin voilà, Vénusia elle a des vapeurs, enfin dans Goldorak t'as un petit côté Dirty Dancing où... Vénusia, elle habite avec un père qui lui interdit de mettre des jupes, etc., etc. Et il y a un sous-texte social dans Goldorak où t'as le fermier qui est tiraillé entre je donne ma fille à ce type qui est de bonne famille, mais d'un autre côté, c'est quand même un putain de hippie, quoi. On va comparer avec Mazinger et Gret Mazinger. Le pilote de Mazinger, c'est Alcor. Donc Alcor, dans sa série à lui, c'est un loupard. Voilà, il a 15 ans, il fait de la moto, il fume, il casse la gueule aux autres élèves. Mais Alcor, c'est un mec qui est énervé, tu vois. Il veut péter la gueule aux méchants. Et là, Actarus, c'est le contraire, quoi. C'est un mec c'est la force tranquille. C'est Mitterrand. Faut pas le c'est les années qui arrivent. Mais Actarus, faut pas le chercher. Mais lui, ce qu'il veut, c'est la paix. Tu vois, il veut cueillir des fleurs. D'ailleurs, c'est ça qui est génial, c'est que quand tu vois les images de sa planète. Ils sont tous en toge, ils courent, ils reniflent des fleurs au bord des lacs et tout, enfin c'est incroyable. Ouais, c'est mai 68 qui est passé par là, c'est les hippies, c'est Woodstock, et justement, la fin quand même de Goldorak, c'est qu'il repart repeupler sa planète avec sa sœur. Alors ça, c'est une erreur française. C'est une erreur de la traduction, parce qu'il repart reconstruire sa planète. C'est pas bien expliqué en français. Non, mais vraiment, quand j'ai vu la fin, j'ai fait ah d'accord, c'est validé. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il manque pas mal de choses dans la VF. Donc sur la planète Euphor, qui est la planète d'Actarus, quand les Végas sont arrivés et qu'ils ont buté tout le monde, en fait, il y a eu une diaspora. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas massacré tout le monde sauf Actarus. Il y a une diaspora, donc en fait, ils vont pas repeupler
Euphor, ils vont reconstruire Euphor, Il en espérant que les reprend- autres reviennent. Et Vu voilà. qu'il est le prince de Fort, il reprend son rôle de Exactement, roi. voilà. Il retourne maintenant que la menace est Éliminée. éclatée, il y retourne et ils vont reconstruire la planète en fait. Ok. C'est pour ça, quand elle pleure à la fin, c'est pas parce qu'elle va devoir repeupler la planète. Rien à voir. C'est parce qu'elle est triste de quitter Alcor. C'est que 3-4 mangas, Goldorak. C'est assez court en effet, et en plus ils sont pas tous de lui, c'est-à-dire qu'il y a 2 mangas différents de Goldorak. Il y en a un effectivement qui est réalisé par Go Nagai, où là il se fait plaisir, c'est des mangas assez sanglants, hein. Moi je les Ouais, recommande ouais, pas ouais. aux petits-enfants. Ah, c'est pas comme l'animé, hein. Non, on retrouve vraiment le côté vraiment vicieux des ennemis à la Go Nagai, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un épisode où il y a un ennemi de Goldorak, il attrape tous les copains de Goldorak et il les attache sur le robot, et comme ça quand Goldorak file un coup de poing à l'ennemi, hop, merde, bah j'ai écrasé un pote, tu vois. Donc il est là, comment je fais et tout. Et t'as tous les copains d'Actarus qui sont attachés sur le robot qui disent vas-y, tue-nous, on s'en fout. Donc c'est horrible. Dans l'animé, jamais. Bah non, et pourtant l'animé est cruel, hein, Oui. mais ça, c'est trop sanglant en fait. D'accord. Et puis t'as un deuxième manga qui était un manga un peu plus pour les enfants. Ce manga-là était assez intéressant parce que ça faisait le lien avec Gret Mazinger de manière vraiment très très marquée. C'est-à-dire que par exemple, t'as des épisodes où les humains, donc il y a Alcor, Actarus et tout ça, ils vont dans un ancien temple des méchants de Gret Mazinger et ils vont dire oui, on va vous aider à combattre Vega parce que nous on veut conquérir la Terre, mais eux ils veulent la détruire, donc ça nous arrange pas non plus. Enfin, des liens comme ça qui se font et qui régalent les fans, tu vois, c'est ce crossover avant l'heure, mais qui sont très très peu exploités finalement dans le dessin animé. Goldorak a fait la une de Paris Match. Oui, tout à fait. Et l'article est très bon, tu l'as lu ou pas? Non, je l'ai pas lu. Bah en fait justement c'est pas un article à charge. Je sais pas si tu te souviens à l'époque Télérama tout ça disait ça, voilà, les enfants vont être fous, c'est nul, ça rend fou, ça rend dangereux. Tous les 2 ans, voilà. ils ont un nouvel ennemi. Après, c'était les jeux vidéo. Voilà. Mais justement l'article de Paris Match était très malin parce qu'il disait bah écoutez est-ce que c'est plus grave de voir un robot en dessin animé détruire des immeubles en dessin animé? Ou est-ce que vous préférez voir des cow-boys tuer des Indiens? Voilà, tu vois, pourquoi est-ce qu'on fait le procès de Goldorak et on n'a jamais fait le procès des westerns? On a toujours, ah non mon fils, tu ne regarderas pas Goldorak. Par contre, viens, on va aller voir des Indiens se faire massacrer, voler leurs terres et tout, par John Wayne, c'est mortel. Il a eu beaucoup de détracteurs, hein, Ségolène Royal, etc. Mais il a eu aussi des défenseurs. Comment un animé comme Goldorak arrive à la télévision avec justement ce que tu disais avant, on n'avait que des trucs un peu niais, on prenait aucun risque. Et Goldorak arrive. Et là, ça fait tout voler en éclats. Donc ça a été refusé. C'est Jacqueline Joubert, qui est Jacqueline directrice Joubert. des programmes jeunesse. Elle voit ça, moi vivante, jamais. Donc les gens qui avaient fait venir Goldorak en France, ils avaient déjà investi pas mal d'argent dans l'histoire, ils se sont dit bon allez... Et donc elle part en vacances pendant l'été, donc elle dit je pars en vacances, je ne veux rien savoir. Je sais pas si elle était pas au courant ou si elle a fait genre je vois pas. Ils leur ont laissé le mois de juillet en disant bon de toute façon les gamins l'été ils sont à la plage, ça va pas marcher, ils seront le bec dans l'eau et on va leur dire vous voyez bien ça marche pas votre merde. Sauf que juillet 78, le pire été depuis 40 ans, il pleuvait tous les jours. Donc vraiment, hein, ça a peut-être... Enfin, tu vois, cette météo a peut-être déclenché la folie de la Japanime en France. Et donc du coup, bah, les gamins regardent la télé, et qu'est-ce qu'il y a à la télé? Il y a Goldorak, donc et voilà. Et les meilleures vacances de ta vie. Bah exactement. Et pour terminer, Go Nagai. Après Goldorak, très rapidement, sa carrière, il a continué dans le robot, forcément. Non, Non. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après Goldorak, il a fait un dernier robot avec Toei, qui s'appelait Gai King. C'était un peu Star Trek, mais avec un crâne de dinosaure qui se transforme en robot. Go Nagai et Toei s'embrouillent un petit peu à cette époque-là. Et à partir de là, donc, ils vont arrêter de collaborer ensemble. Donc Go Nagai va continuer à faire des mangas de son côté, et Toei va faire des animés de robots sans Go Nagai. Après, sa carrière est moins flamboyante, puisque forcément, il va plus faire des mangas pour enfants avec produits dérivés, jouets, etc. Donc il va plutôt aller vers des mangas plus matures, plus adultes, des trucs vraiment durs. Il va adapter l'Enfer de Dante en manga. Il va faire une très très longue saga extrêmement violente, comme son nom l'indique, qui s'appelle Violence Jack. C'est un mec qui fait 2,30 m, il a une peau de bête. Et il rencontre des gens et il les tue. Enfin, il a un Opinel qui fait ta taille. Ok. Et en gros, il rencontre des méchants. C'est une espèce de Ken le survivant sans arts martiaux, en fait. Ok. Et puis surtout, il y a sa société qui s'appelle Dynamic, qui en fait gère tous les droits. Parce que Go Nagai, il est connu en France, mais il est aussi extrêmement connu en Espagne, En Italie. en Italie, dans les pays du Maghreb et dans certains pays d'Europe de l'Est où ont été diffusées ses œuvres. Très bien. Et ben justement, Dynamix, c'est sa boîte. Et en fait, aujourd'hui, il gagne encore
je pense, très bien sa vie en faisant du merchandising. Bah oui, parce que regarde, toi et moi, on a plus de 40 ans. Ouais. On est fans de Goldorak. Donc, comme on a plus de 40 ans, on est des adultes responsables. Donc, on a un salaire. Voilà, on peut claquer dans Goldorak. Donc, avant, les jouets Goldorak, c'était des choses qui étaient à petit prix, etc. Mais aujourd'hui, tu peux faire des collecteurs en métal, des robots incroyables, des statues gigantesques. Voilà, il existe énormément de choses autour de Goldorak. Des t-shirts. Des t-shirts, voilà. ou même un buste. Ou et un justement, buste, là, on va rencontrer le créateur. Merci beaucoup, Greg. Et alors, comment arrive l'idée de faire un objet de collection tel que ce buste? Je sais que travailler avec des licences japonaises, des fois, c'est pas facile. Raconte-nous tout. Comment ça s'est passé? Forcément, les gens ont envie de savoir aussi quels a été vos pires emmerdes et puis quels étaient les moments de réussite, quoi. Les pires emmerdes, ça a été jusqu'à temps que tu reçoives la figurine. Alors, vous avez mis combien de temps pour la faire? Alors, on a mis à peu près une bonne année pour tout faire. Ah, ça va quand même. On a commencé à peu près au mois d'août de l'année 2019. Ah, ça va vite. On a commencé, on a fait nos dessins, et puis le président étant très nostalgique, il était assez présent au début du développement. Et, il était un peu relou? Et non, il n'était pas relou, mais c'était jamais assez gros. Donc on faisait un prototypage, plus gros. On faisait un nouvel prototypage, plus gros. Il venait avec nous réunion à Hong Kong au Japon, par hasard avec les Japonais, plus gros. Et donc la numéro 1, elle est dans son bureau actuellement. Non, parce que non, il l'a pas encore reçu lui. Non, je t'ai vraiment dit, t'es le premier à la recevoir. Pardon. et donc du coup, on avait déjà le contrat. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une demande de concept, on a fait approuver notre concept. Et une fois qu'on a fait approuver notre concept, on leur a soumis notre 3D. Approuver le concept, c'est un mail qui dit on voudrait faire un buste. C'est un dessin. Un dessin. Ouais. On leur envoie un dessin pour leur dire voilà, ça va ressembler à peu près à ça, ça va faire à peu près, à l'époque, 30 cm. Tu l'as le dessin? Je peux le retrouver, le dessin. Et donc du coup, on avait mis à peu près les tailles et ils étaient d'accord sur à peu près, on va faire un buste comme ça. Attends, les tailles, vous aviez dit quoi? Vous avez dit entre 10 cm et 50? Non, 30 par 20 quoi, à peu près quoi. D'accord. On a fini à 50 par 30. Mais tout ça, ça fait partie du développement, ça évolue. Et donc du coup, on valide nous la 3D en interne. Donc avec notre équipe marketing, avec le président, nous techniquement si on arrive à faire ce produit-là pour le prix sur lequel on s'était décidé, on envoie la 3D à l'ayant droit. En fait cet ayant droit japonais-là, il est extrêmement ouvert. Des fois c'était compliqué parce qu'au début on communiquait en anglais mais on n'avait pas les phases d'approbation assez rapides et en fait ça s'est pas mal débloqué en japonais. Je remercie ma femme pour l'aide des traductions d'ailleurs parce que c'était pas tous les jours facile. Et donc du coup, on a réussi à avoir l'approbation assez vite. En combien de temps? L'approbation du buste? Ouais. En quelques jours. Ah ouais? Ouais. Et combien de temps vous avez mis de développement entre les allers-retours, entre le patron qui trouve que c'est pas assez gros et les allers-retours? Au moins 4 mois. 4 mois. Donc là, on part d'août, on arrive autour de Noël. Ouais, c'est ça. Autour de Noël. Autour de Noël. Et autour de Noël, t'appelles les Japonais directement et tu fais valider ça en quelques jours. On fait valider ça en quelques jours. On se retrouve avec l'accord de pouvoir de pouvoir produire le prototype. Donc l'accord de pouvoir faire les premiers printings et commencer à faire les couleurs. Un printing, c'est l'impression 3D. C'est une impression 3D. D'accord. À l'époque, en Asie, j'étais avec d'autres Japonais. Donc là, je commence à me mettre avec eux, à travailler avec eux, et on commence à faire le prototype. Et on voyait bien que c'était compliqué. Je commençais à avoir des problèmes de peinture, j'arrivais pas à avoir le chrome que je voulais. Et généralement, quand il y a un prototype qui commence à mal se passer, c'est la suite du projet qui va être compliquée. Attends. L'impression, là, c'est de l'impression de résine, alors? Ouais. Ah oui, d'accord. Donc vous avez quand même un objet qui va ressembler à ce que vous allez voir au final. Donc tu peux tester ta peinture, mais tu sais pas si ça rend vraiment. Non, je peux pas tester ma peinture parce que quand on fait des produits en résine, la résine ça bouge. Ouais. Donc je peux le peindre, mais je peins une pièce dans des conditions qui sont pas du tout de la production. D'accord. Et déjà là, j'arrive pas au résultat que je veux. Ok. Parce que le résultat que je veux, c'est une peinture métallisée, chromée, ouais, sans marque de pinceau. Goldorak, il brille, il est métallisé, et là, il m'a mis des paillettes. Donc le premier Goldorak que je reçois, et ben en fait, il est tout pailleté. Il est disco. Ouais, il est disco. Et donc là, à l'époque, je travaillais avec un ami qui était japonais, avec qui j'ai travaillé plusieurs années dans mon précédent boulot. Et puis on va visiter l'usine parce qu'on a plein de problèmes, donc on part en Chine. On va voir le proto, moyennement convaincu pour être honnête. Et on arrive à l'usine, et là ça commence à être dur pour moi. Genre tu pleures? Genre je suis dans une usine de poterie qui fabrique des vases. En résine, type Leroy Merlin, quoi. Ah, tu veux que je te dise tout? Je vais tout te dire. Vas-y. Et donc, là, je fais, mais
waouh, je comprends qu'ils n'arrivent pas à peindre ma figurine. Ils savent pas faire. Ils font des pots en résine pour leur roi Merlin ou ce genre de choses. Enfin, je sais pas si on a le droit de citer les marques. Bah si, on est sur YouTube, tu peux. Hein. Et puis bah, surtout que je leur demande s'ils ont fait les figurines. Et puis bah, là, j'ai un espèce de chien qui a le porte avec un nez noir en résine qu'ils ont fait, mais genre il y a 3 ans, quoi. Et donc là, je m'assois, on visite l'usine, et puis bah, je vois mon copain japonais, et je lui dis, écoute, il n'y a pas un problème là dans la sélection de l'usine, parce que là, je comprends pourquoi déjà le premier proto il est pas bon, mais ce qui va arriver, ça va pas être bon. Ça va pas être bon non plus, quoi. Et donc du coup, le proto arrive sur la table de la réunion. Non seulement il est pailleté, mais en plus, ben, ils n'ont pas respecté ce qu'on avait dit au niveau du tooling. Donc le tooling, c'est la séparation des parties. D'accord, donc la séparation des parties, c'est-à-dire ce qui va se venir coller après en finale, c'est ça? En fait, le produit, il est séparé en plusieurs parties. Donc quand on passe à la phase du prototype en résine, on sépare déjà nos parties pour voir les éventuels problèmes qu'on pourrait avoir et comment est-ce qu'on va pouvoir découper la pièce pour que ce soit le plus simple possible à assembler, à peindre. Il peut y avoir des raisons de coupe, il peut y avoir plein mal de choses. Et donc du coup, ils n'avaient pas du tout respecté. En gros, je me souviens plus bien, mais ça c'était presque en une pièce. Ils nous ont mis ça sur la table. Et puis, bah, grosse catastrophe, quoi. Bon, d'accord, donc tu te retrouves avec un Goldorak disco moche. Je me retrouve avec un Goldorak disco moche, et puis surtout, techniquement, qu'il soit bon ou pas, ça ne fonctionnait pas. On ne pouvait pas fabriquer le produit comme ça. D'accord. Et donc, du coup, après, on va voir, on essaye de leur expliquer au niveau du découpage de pièces que ce serait mieux de faire comme ci, comme ça, pour y arriver. Donc, on rentre dedans. Tu continues quand même, enfin, je veux dire, c'est la même journée. C'est la même journée, hein. C'est-à-dire qu'on se lève, on se dit ça va pas, on continue, et donc, du coup, bah, ils retrouvent même pas le fichier, quoi. Et quand ils l'ouvrent, c'est pas le bon. Donc là, je me dis, c'est bon, l'usine, là, on est mort, on a perdu 2 mois ou 1 mois. Et puis, on rentre chez nous et puis il va falloir trouver une solution, quoi. Ouais. Je leur dis, on change d'usine. On peut pas sélectionner une usine comme ça. Bon, après, moi, ça fait 15 ans qu'on est dans les usines. Ils sont aussi dans le jouet et tout ça, mais il y avait quand même une erreur de casting. On trouve une seconde usine. La seconde usine, on va quand même loin avec eux. Ils arrivent plus ou moins à nous écouter, parce qu'ils nous écoutent pas tout le temps, tu vois. Oui. Depuis le début, j'ai des petits points de détail que je veux vraiment faire sur ce buste, et ils nous écoutent presque. On arrive presque à faire un proto correct. Et au moment de recevoir le proto qui est correct, ma deuxième usine fait « Votre figurine est trop dure à produire, on vous abandonne ». Ça, c'était il y a 5 mois. Non mais, tu vois, des fois t'as pas de storytelling sur des projets. Mais là, c'est génial. Donc t'es en dépression, là. Donc, entre-temps, moi j'avais prévu de partir vivre en Asie. Je monte un bureau avec Abiscorp. On est Abis Studio, on embauche du monde, j'ai mes nouveaux designers qui sont à Hong Kong. Et du coup, j'ai un peu plus d'aide, parce que j'étais vraiment tout seul à faire mes voyages, à faire mes allers-retours et tout ça. Je me dis, bon, avec les Hongkongais, on va essayer de refaire le truc, on va chercher nous-mêmes une usine. Et on prend plus d'autres gens, parce que j'ai mon aide maintenant sur place, on y va, quoi. On recherche une usine, donc on recommence à chaque fois à 0. Et puis le design était approuvé, la taille était ok, et puis à force de voir mon proto, je me dis, ah, les astéroïdes, elles sont pas assez hautes. et puis le devant, là, il est pas assez prononcé, quoi. Et en fait, on refait la 3D. Ok, et on est à combien de mois avant la sortie? Je sais pas, 4 mois, 5 mois. Mais on refait la 3D, mais il faut savoir qu'à l'époque, on avait travaillé avec des usines, on avait des cotations et tout ça, mais là, tout est à plat, on n'a plus rien, on n'a plus de prix, on n'a plus d'usine, on n'a plus rien, on refait la 3D. Et on cherche en parallèle une nouvelle usine. On trouve une nouvelle usine, et là, l'usine, elle nous comprend, quoi. Donc, c'est-à-dire que depuis le début, sur la conception de cette figurine, c'est très dur de peindre les yeux et l'intérieur des yeux. Oui, parce qu'ils sont très profondément... Ils sont très profonds, ouais, je veux pas qu'il y ait de bavure et tout ça. Donc du coup, on leur a suggéré un tooling qu'ils nous ont accepté et surtout qu'ils ont modifié pour être encore meilleur. Tooling? La séparation de pièces. Donc du coup, en dessous là, c'est pour ça que quand on tape, pour la petite histoire, ça sonne un peu creux. Ouais. C'est parce qu'en fait, on peut passer ça à l'intérieur. Bon, faut le casser. Hein. Et on peut insérer, toutes les ça. pièces sont insérées. Donc elles sont peintes et insérées comme ça de l'intérieur. Ah. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir une qualité de figurine où normalement on enlève tous les problèmes de peinture. Ok, d'accord. C'est-à-dire que les yeux sont insérés. Tu vois là, tu vois bien que ça c'est des pièces à part. Et en fait, toutes les pièces, clac, 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 elles ont été démontées, elles sont peintes à part. D'accord, ok.
Et après, bah, évidemment, bon, les Astéro-H et tout Donc ça. tu as une chaîne de fabrication, donc tu as la peinture, etc. qui est hyper importante, mais tu as aussi toute une phase avec des gens qui assemblent. Qui assemblent. Et pour l'assembler, c'est un peu compliqué alors. Pour l'assembler, c'est compliqué, mais en fait, on a dû penser à ça pour la production. C'est du noir, c'est du bleu, c'est du jaune. Seulement, bah, il y a des endroits où on peut pas les atteindre là. Donc, on a dû réfléchir à comment désosser notre figurine sans abîmer le design, tout en renforçant l'esprit de Goldorak pour qu'on ait vraiment ça. Et l'autre difficulté, c'était aussi d'avoir des chromes sans effet de pinceau, sans rien. Et tout donc c'est l'aérographe. Là, c'est du spray et du pinceau. Il y a les deux. Et en plus, notre but depuis le début est de respecter notre prix de vente. On peut pas tout d'un coup se dire, attends, on a tout loupé. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a des bustes de collection qui dépassent parfois les 1000 euros. Vous voulez être bien en dessous de ce prix-là. Nous, notre but, c'est de faire un produit plus abordable. On est sur du 350 euros. On est sur 349 euros. 349 euros. Barrière psychologique. Taxe comprise. Taxe comprise. Donc, avec cette nouvelle usine, ça s'est plutôt bien passé pour le prototype. Et donc, quand le prototype a commencé à être fait, j'étais quand même pas super confiant, quoi. Pourquoi ? Parce que c'est une pièce qui est grosse. On sait très bien que la résine, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à travailler. On veut éviter qu'il y ait des problèmes de peinture et tout ça, mais on n'est jamais à l'abri du mini point rouge qui va traîner ou du petit choc qui aurait eu à l'usine que la personne ne va pas voir. Et donc, du coup, il faut que le bus soit parfait, quoi. Mais je suis pas super convaincu. Et donc là, on produit 10 pièces pour faire un essai. On a combien de mois, là, avant la sortie ? Là, on est à un mois, une semaine de la sortie. Attends, cette pièce a combien de jours ? Cette pièce-là, elle a 3 semaines et demie. Donc ouais, vous aviez la figurine, mais vous n'avez pas pensé on avait pensé à la boîte. Envoyer... Si, on l'avait pensé, mais pas au point où on l'avait pensé, mais pas au point où il y a des gens qui... On savait pas, je m'étais pas douté qu'il y a des gens qui avaient donné des gros coups de pied dans les cartons. Le but, c'est que on a porté quand même du travail sur le master carton, et un carton comme ça, on veut le garder, on va mettre notre boîte dedans, on veut pas qu'il soit abîmé, quoi. Mais voilà, on n'avait pas pensé que la boîte de la boîte pouvait être abîmée, même transpercée, tout ça. Donc en urgence, on a dû refaire ça. Et donc là, on était 72 heures avant l'envoi. Ce qui fait que je reçois le buste chez moi dans 3 cartons en fait. J'ai un carton, un carton déjà brindé Goldorak, et à l'intérieur j'ai la boîte Goldorak de ouf quoi. Et ça, finalement, c'est le premier produit de collection d'Abystyle. C'est le premier vrai, c'est le premier produit de collection d'Abystyle. Ouais. Et ça vous a plu ou alors c'est un an de galère un peu transpi où vous dites c'est génial, on est content, mais on va peut-être faire plus des petits trucs. Alors, on va développer plein de figurines. On a plein de figurines qui vont sortir, principalement de l'échelle 1/10. On a plein de licences. Mais est-ce que, mais la question, c'est Gonagai, il l'a vu ? Ça, je sais pas. Tu sais pas ? En tout cas, tout est approuvé. Tout est approuvé, donc je suppose qu'il a un droit de regard et qu'il regarde. Est-ce que c'est lui qui fait l'ayant droit ? Je sais pas. Par contre, j'ai terminé une petite surprise. Ok. Tu m'as ramené une surprise. C'est-à-dire que quand on a refait la 3D du buste, on était super chaud avec notre équipe en Asie. Et en fait, on n'a pas fait que le buste, on a tout dessiné en 3D, tout le personnage, et puis on s'est amusé. Et en fait, en un week-end, on a fait une nouvelle figurine Goldorak. Ah bon ? Et puis là, j'ai le proto derrière moi. Et vous allez le faire ? J'espère, ouais. Prochainement, donc le proto, il est approuvé, j'ai le proto non peint, là. Je te l'ai ramené. Ah bah, vas-y, montre. Là, c'est une figurine que je vais sortir en PVC. Ok, donc un peu moins cher. Beaucoup moins cher. Ouais. Les couleurs, on verra, comment on va faire les paints et tout ça. L'idée, c'est pas de faire une figurine comme ça à 99 €. Ce serait moins que 100 €. Oh, oui. Ah ouais. C'est vraiment des projets qui ont été faits avec passion. Évidemment, c'est jamais parfait quand on fait du design de jouets. Il y a toujours des choses à revoir, il y a toujours des choses à améliorer. On peut toujours faire mieux une fois qu'on a fini le projet. On veut rejeter notre projet, on veut refaire notre projet depuis le début. Bien sûr. Parce que on aurait peut-être pas dû faire comme ça. Et puis là, mon petit millimètre. Et puis là, peut-être que c'est pas assez piquant et tout. Mais en fait, il faut savoir s'arrêter. Ah ouais, si t'as envie de montrer que tu aimes Goldorak, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit direct. Mais en tout cas, merci beaucoup. On sent que t'es passionné, motivé. Je pense que cette émission a duré très longtemps, mais je crois que vraiment, maintenant, vous en savez beaucoup plus, que ce soit sur Goldorak ou sur ce buste de Goldorak. Donc je rappelle que ce buste, on peut le trouver chez Abystyle. Abystyle, c'est de la vente en ligne. Le buste n'est pas sorti, mais il est en précommande. Il est en précommande. Et les précommandes ont déjà commencé, si j'ai bien compris. Ont déjà commencé, et ce sera vraiment disponible après sur la plupart des réseaux de magasins spécialisés. Pas les réseaux ferroviaires, en tout cas.
Non. 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 Mais ce sera disponible. Bah, en tout cas, merci à vous, merci à B-Style. Rendez-vous très bientôt pour un prochain Culture Z. Dans 15 jours, un mois, on verra. Bisous, ciao. Bye.